Mais donc, effectivement, aujourd'hui, on accueille Manon, qui va nous présenter sa thèse. Et donc, Manon est interne de psychiatrie. Oui. Tu peux terminer. Ouais, tu peux y aller. Très bien. Donc je suis Manon Lefebvre-Fraillé, je suis interne en dernier semestre de psychiatrie et j'ai été confrontée à la maison des adolescents quand j'ai travaillé en tant qu'interne à pas mal de situations avec des adolescents suicidants. Donc ça m'a intéressée de pouvoir participer à une recherche qui s'intéressait au lien entre les professionnels de santé, nous, et les familles des jeunes suicidants en particulier. Donc quelques éléments de contexte. Le suicide chez les 15-25 ans, c'est un problème de santé publique parce que c'est la deuxième cause de mortalité dans cette tranche d'âge en France et dans le monde. Finalement, on est sur les 15-25 ans, donc c'est une tranche d'âge qui est étudiée Jonathan, est-ce qu'on peut passer sur du téléphone classique parce que c'est très haché? Ok. Je ne sais pas si c'est le réseau ou j'entends un mot sur deux. Ça marche. Je continue, j'attends. J'attends, continue. En réalité, c'est une tranche d'âge qui est séparée par l'accession à la majorité, 18 ans, donc on a les 15-18 et les 18-25, mais finalement les 15-25 partagent beaucoup de choses en commun. Ils sont pris dans un processus de transition vers l'âge adulte qui est long, qui est compliqué. On sait quand l'adolescence ça commence, mais on ne sait pas vraiment comment ça finit finalement, quand ça finit. Et ces difficultés d'accession à l'indépendance, à l'âge adulte, peuvent les plonger dans une souffrance psychique, et les engager dans un processus suicidaire. La particularité de cette population, c'est qu'elle adhère très mal aux soins. Il y a moins d'un jeune sur deux qui, après une tentative de suicide, va entrer dans les soins. Donc, finalement, c'est aux urgences, donc les urgences pédiatriques et les urgences adultes, qui sont les deux types d'établissements impliqués, que les adolescents qui ont fait une tentative de suicide vont se rendre, et c'est à ce moment-là qu'on a accès à pas mal d'adolescents qu'on ne va jamais revoir dans les soins par la suite. C'est un moment clé de la prise en charge. Respire. Ouais, pardon. Concernant les familles donc de ces jeunes suicidants, elles ont une place centrale à tous les niveaux en fait, à la fois dans le processus suicidaire, puisque finalement on sait qu'elles sont impliquées donc, dans la genèse de la psychopathologie des idées suicidaires. Par exemple, on sait que les adolescents qui vont être engagés dans des comportements suicidaires, ça va être suite à des ruptures, à des conflits dans la famille, en tout cas des modifications de la distance relationnelle entre l'adolescent et ses parents, ses proches. Ces familles sont aussi beaucoup impliquées dans la prise en charge, puisque si l'adolescent est mineur, elles vont être décisionnaires. Et il y a des équipes qui les incluent dans les soins, alors selon plusieurs modalités, des modalités qui peuvent être psychoéducatives. C'est des équipes d'urgentistes qui vont accueillir les familles en leur disant voilà, votre jeune il a fait une tentative de suicide, il faut maintenant retirer toutes les armes à feu de la maison, c'est plutôt américain, mais il faut enlever les médicaments, il faut le surveiller. Ou selon des modalités qui peuvent être plutôt thérapeutiques, il y a des équipes qui font des thérapies familiales un peu de crise, soit aux urgences, soit dans le post-urgence immédiat. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que ces familles elles ont un rôle très important dans l'adhésion aux soins du jeune. Ce qui nous posait problème, on l'a dit précédemment, que les jeunes adhèrent très mal aux soins. En fait, on sait que l'implication des familles dans les soins, le fait qu'elles aient confiance dans les équipes, le fait qu'elles soutiennent le jeune, qu'elles l'accompagnent dans ses soins, ça participe de l'adhésion aux soins du jeune, donc c'est important. De là a découlé la question de recherche. L'idée était de revenir donc sur ce moment clé des urgences et d'essayer d'explorer le vécu finalement des soignants, des parents et des adolescents sur l'implication des familles dans les soins aux urgences. Donc cette recherche en fait elle fait partie d'une plus grande recherche. Moi je me suis concentrée sur les interviews, on va dire, en tout cas la question du lien entre les professionnels de santé aux urgences et les familles des jeunes suicidants. Qu'est-ce qui se passe quand ils rencontrent ces familles dans ce contexte de tentative de suicide du jeune? Comment est-ce que la rencontre elle se fait? Et puis, on l'a dit, ces 15-25 ans partagent une même psychopathologie, mais elle est prise en charge dans différents lieux, puisqu'à la fois aux urgences pédiatriques pour les 15-18 ans, à la fois aux urgences adultes. On peut se demander aussi, toujours du côté des professionnels de santé, comment est-ce qu'ils vont impliquer les parents quand ils sont dans les urgences pédiatriques, comment est-ce qu'ils vont impliquer les parents quand le jeune est majeur et qu'ils sont aux urgences adultes. Est-ce qu'il y a des différences dans les manières de faire? Et voilà, on s'est proposé d'explorer un peu tout ça. La recherche en elle-même consiste en une recherche qualitative. C'est une étude observationnelle donc qui a pour but de décrire, d'approfondir, d'essayer de mieux cerner des différents aspects de cette rencontre entre les professionnels du soin et les familles des jeunes suicidants aux urgences.
Les participants, c'était des soignants qui étaient en contact avec les jeunes suicidants, donc 10 professionnels de santé, soit qui reçoivent, soit qui ont reçu par le passé des jeunes aux urgences pédiatriques ou adultes. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des points de vue différents qui soient représentés. Donc c'était 2 urgentistes adultes, un psychiatre d'adulte, 2 infirmières en psychiatrie adulte, 3 pédopsychiatres, une infirmière en pédopsie et une pédiatre, pour essayer de varier un peu les regards sur cette rencontre. Il y avait 5 hommes et 5 femmes, ça c'est le fruit du hasard, mais ça fait une jolie parité. Le recueil des données s'est fait selon des entretiens donc, semi-dirigés, c'est moi qui les ai posés. C'est moi qui suis allée interviewer les professionnels. Et les questions ont été modifiées au fur et à mesure des interviews avec ce que pouvaient apporter les professionnels de santé. Grosso modo, il y avait 5 questions qui étaient posées en fil rouge et à partir de là, les professionnels de santé qui étaient interrogés pouvaient vraiment dérouler leurs souvenirs, leurs expériences. Enfin, c'était vraiment des questions très ouvertes qui avaient pour but de leur faire exprimer leur vécu. Donc, les questions étaient les suivantes. Comment se passe de manière globale la prise en charge d'un jeune suicidant dans votre unité? Pouvez-vous décrire le souvenir d'une prise en charge d'un jeune suicidant? Comment les parents ont été inclus dans les soins à ce moment-là? Est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, vous observez des différences dans la psychopatho qui sous-tend l'acte suicidaire, selon que l'enfant est mineur ou majeur? Et est-ce qu'il y a des différences dans la prise en charge, selon que que le jeune est mineur ou majeur? Et puis aussi, si on avait des moyens techniques humains illimités, est-ce que vous modifieriez quelque chose dans l'implication des familles, des parents, des jeunes suicidants aux urgences? L'analyse des données a suivi la méthode donc IPA, Interpretative Phenomenological Analysis. Le but c'était donc d'étudier vraiment le vécu des soignants interrogés sur cette rencontre et d'accéder au sens qui donnait à cette expérience vécue via le prisme de mon expérience à moi, en fait, de ma propre subjectivité, ce qui est la méthode IPA. Et cette analyse aboutit donc à une description thématique interprétative de l'expérience des professionnels de santé interrogés. Je vais vous décliner les différents thèmes qui ont été retrouvés. Voilà, on retrouve 2 métathèmes et 9 thèmes. Donc, le premier métathème, c'est la rencontre, qui se décline donc, de manière chronologique en fait, en une rencontre qui d'abord n'est pas désirée par absolument tous les protagonistes. Les familles ne veulent pas être là, le jeune ne veut pas être là, et les professionnels de santé ne veulent pas que le jeune et les familles soient là. Dans un climat de confusion un petit peu des rôles entre les différents intervenants des urgences, les psychiatres et les somaticiens se marchent un petit peu dessus. Les soignants vont essayer de se donner du temps pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, pour pouvoir raconter avec les parents l'histoire de l'adolescent et permettre à la famille et aux jeunes de s'engager dans les soins. Le deuxième grand axe, c'est les positionnements des soignants par rapport à ces familles. Ils vont d'abord, ils vont alterner en fait entre une position où ils vont être impliqués dans la dynamique familiale, ils vont faire partie de la famille, et une position un peu plus en décalé, où ils vont s'investir dans une position de tiers. Ils peuvent contenir et poser les limites du cadre et rapprocher ou séparer la famille et le jeune, en fonction des situations. Donc on va détailler tout ça. Alors d'abord la rencontre. On a dit c'est une rencontre que personne ne souhaite. Excusez-moi. Au début, il y a donc surtout l'appréhension de la méfiance des deux côtés. Chacun se représente le psychiatre, ou soit les familles se représentent le psychiatre comme étant quelqu'un qui soigne les fous, soit le psychiatre se représente les familles comme des personnes dont il faut se méfier. Là, par exemple, est-ce que c'est en fait un parent qui a l'air sympa, très impliqué, et en fait il est ultra toxique, et c'est en partie pour ça que le gamin il pète un câble. Donc avant même la rencontre, on a des représentations un peu compliquées. Et puis, du côté des soignants, des attentes importantes vis-à-vis des parents. Ils ont envie que les parents puissent être adaptés en fait, c'est-à-dire avoir une tristesse adaptée, avoir une angoisse adaptée, pouvoir vraiment être là pour les aider vis-à-vis du jeune, à la fois montrer qu'ils sont tristes et angoissés par la situation. Ils leur demandent d'être à une place un peu compliquée. Les psychiatres et les somaticiens donc, sont tous les deux amenés à intervenir auprès du jeune suicidant, puisque le somaticien va faire l'évaluation initiale, voir s'il y a un retentissement de la prise de médicaments par exemple, ou s'il y a une blessure apparaît, et puis le psychiatre va intervenir dans un second temps. Et parfois, ces prises en charge se confondent un petit peu, et il y a quelques soignants qui se sentent illégitimes. On voit ce somaticien-là, cet urgentiste qui dit, voilà, plus vite en fait on a pris en charge ce dossier, plus vite il est confié au psychiatre, on sent qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans l'affaire.
Et les champs d'action peuvent se recouvrir un petit peu. Il y a des protocoles qui parfois sont, comme le protocole de séparation, qui sont pensés, portés par les psychiatres, mais qui sont mis en place par les pédiatres du fait de leur présence aux urgences. Ou bien des fois où il n'y a pas de psychiatre, et du coup c'est le somaticien qui là, peut dire par exemple à partir de minuit il n'y a plus de psychiatre, donc on joue un petit peu au psychiatre fou. Donc, les soignants décrivent globalement une nécessité de se donner du temps. D'abord parce que le temps des urgences c'est un temps très compliqué, un temps très long pour les personnes qui attendent et très court pour les gens qui y travaillent. Ensuite, parce qu'il est nécessaire d'organiser plusieurs rencontres, et ça, tous les soignants le décrivent, l'idée qu'il faut vraiment pouvoir étirer le temps des urgences en plusieurs temps, jouer un peu avec des moments où on voit les familles, des moments où on voit le jeune, des moments où ils sont sans nous et ils peuvent réfléchir. Ils ont des temps de réflexion comme ça, et après on se revoit à nouveau. Et ces temps s'organisent en suivant la temporalité psychique des familles. Par exemple, ce soignant qui dit, voilà, au début, les parents arrivent, ils ont soit directement besoin de parler, soit il y en a qui sont complètement sous le choc et sidérés, et donc il faut leur proposer un temps de rencontre plus tard, à distance de ce moment d'angoisse. Voilà. D'abord prendre le temps de les rassurer, et puis ensuite pouvoir vraiment discuter du fond du problème. Ça va pour l'instant ? Oui. Okay. Un des objectifs qui ressort de ces différentes rencontres, en fait, qui est décrit par plusieurs soignants, c'est de pouvoir raconter ensemble l'histoire de l'adolescent. On sait que le geste suicidaire, c'est quelque chose qui sidère tout le monde, qui s'inscrit dans un espèce de présent infini, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, tout semble bouché. Et en fait, les soignants et les familles vont ensemble pouvoir raconter alors d'abord l'histoire passée via l'anamnèse que la famille, que les soignants vont demander à la famille, c'est quoi ses antécédents, etc. Et là, les parents vont pouvoir décliner l'histoire de la naissance, du développement, de la petite enfance. L'histoire finalement du présent de la crise suicidaire, et là c'est plutôt les soignants qui vont partager avec les parents des jeunes suicidants qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que le jeune est arrivé là, qu'est-ce qu'ils ont soigné comme blessure, qu'est-ce qu'ils ont fait comme lavage d'estomac, enfin quels soins ils ont pu mettre en place. Et puis ensemble, ils vont collaborer pour penser la suite, c'est-à-dire envisager les issues déjà à court terme, comment on va faire avec ce jeune-là qui a été dans ce geste suicidaire, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en occuper. Donc, par exemple ce soignant qui propose aux parents de s'organiser pour qu'ils ne travaillent pas, pour qu'ils puissent surveiller le jeune pendant quelques jours, etc. Donc cette rencontre, finalement, très compliquée au départ, elle se tisse petit à petit et c'est la réalité des interactions entre les familles et les professionnels qui va remplacer les appréhensions initiales. Les appréhensions qui vont se dissiper, ce soignant qui dit voilà, au cours du premier entretien, les parents se rendent compte que c'est pas plus sorcier que ça, que finalement on ne les considère pas comme des fous. Et puis les soignants des urgences ont vraiment en tête que cette rencontre-là, elle va être importante, elle va ouvrir vers les soins après. Et donc, ils commencent à travailler un peu avec les familles, mais pas trop dans l'idée qu'il va falloir que d'autres équipes prennent le relais, que ces familles puissent s'inscrire dans les soins ensuite. Donc c'est une première alliance, un premier contact qui se met en place à ce moment-là et qui est important. Juste, est-ce que vous m'entendez ? Ouais. Allô ? Oui. J'ai envoyé un petit message, on a beaucoup de mal à entendre. Je ne sais pas si c'est possible de rapprocher le téléphone au micro. En plus, comme on n'a pas le support vidéo, c'est un peu fait. On est tous en train de regarder autour du téléphone. D'accord. Du téléphone, on est décrypté. Est-ce que ça va mieux là ? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Bon. Très bien, on continue comme ça alors. Donc le deuxième axe, je vous en prie, le deuxième axe concerne les positionnements des soignants par rapport aux familles des suicidants. On a pu donc dégager des résultats. Le fait que les soignants peuvent parfois faire partie de la famille. En effet, ils sont identifiés de manière très forte aux parents. Par exemple, ce soignant qui dit voilà, on se dit que nous demain on peut être effectivement confrontés à ce genre de situation. Ils vont partager des inquiétudes, des angoisses de mort. Il y a une soignante qui racontait que ce qui lui faisait peur, c'était de pouvoir pousser la porte de la chambre de la patiente et de la retrouver morte. Et la maman de la patiente disait exactement la même chose, mais moi j'ai peur de la retrouver morte en poussant la porte de sa chambre à la maison. Et les soignants et les parents ont partagé aussi des angoisses de séparation importantes et propres au processus adolescent en fait. Par exemple, ce soignant qui dit voilà, on propose aux jeunes d'appeler quand ils le souhaitent, 24 heures sur 24, il y a quand même l'idée qu'on reste là, qu'on va rester là. Voilà, c'est des soignants qui ont du mal à faire sortir les jeunes en général, des urgences. Ils peuvent aussi prendre une position de tiers, une position plus à côté qui va permettre plusieurs choses. D'abord, de respecter les particularités de chaque famille.
cette soignante qui dit voilà, des fois on a des papas qui sont un peu exilés ailleurs, mais ils ont quand même envie d'avoir des nouvelles de leur enfant, donc on les appelle, on fait des entretiens téléphoniques. Les soignants essaient de s'adapter vraiment à la réalité de chaque dynamique familiale. Et puis cette position de tiers, elle permet aussi de porter à la fois l'adolescent et ses parents. C'est-à-dire que finalement c'est le jeune qui vient aux urgences et qui est concerné par les soins, mais en fait les soins vont être aussi un peu destinés aux parents. Et ça, les soignants le ressentent bien, ils disent voilà, tous en tête, on a le patient et l'entourage constamment. On fait du soin d'accompagnement, de soutien à la parentalité, du soutien psychologique. Il y en a qui proposent des groupes de parents aussi. Enfin, en tout cas, on sent qu'ils soignent aussi les parents au passage. Les soignants vont de différentes manières contenir la crise suicidaire, contenir la famille, enfin poser les limites du cadre de soins de plusieurs façons. Donc, d'abord en prenant la main sur la dynamique familiale, puisque c'est eux qui vont organiser les différentes rencontres entre le jeune, la famille et eux. Ils ne vont pas les laisser se faire comme ça, ils vont vraiment les diriger selon un planning propre à chaque équipe. Ils vont avoir une position d'autorité, presque éducative en fait, vis-à-vis des familles. Par exemple, cette soignante qui dit voilà, même si c'est pas grave, que l'enfant n'est pas du tout en danger, pour marquer le coup, il est hospitalisé. C'est pour marquer le coup, pour bien faire comprendre à l'enfant et aux parents que de toute façon, c'est pas anodin et qu'il ne faut pas jouer à ça. Et ils vont aussi, avec des stratégies comme par exemple le protocole de séparation, donc qui sépare pendant 48 heures l'enfant des parents, peut-être restaurer les limites de chacun, redélimiter le dedans, le dehors. Le soignant décrit voilà, que le jeune va être hospitalisé sans son téléphone, sans ses vêtements, il n'a pas accès ni à ses parents ni à ses amis. Les parents peuvent appeler le service pour prendre des nouvelles, mais c'est tout. Ce qui permet un peu d'être chacun chez soi et de se reposer chacun de son côté. En tout cas, de restaurer les limites qui étaient peut-être un petit peu confondues dans l'acte suicidaire. Où on sait qu'il y a une confusion un peu entre moi, non moi, entre ce que ressent le jeune, ce que traverse la famille, etc. Mais ils vont, selon leur obédience, un petit peu rapprocher ou séparer. Alors, on a remarqué que les soignants d'adultes, finalement, avaient plutôt tendance à essayer de rapprocher le jeune de sa famille, et les soignants d'enfants, plutôt tendance à les séparer ou à accompagner un processus de séparation. Les soignants d'adultes, on va le voir plus tard dans la discussion, mais ils jouent plutôt un rôle de médiateur, ils essayent de faire du lien, d'apaiser le conflit et de relancer la communication qui était bloquée jusque-là entre le jeune et ses parents. Alors que les soignants d'enfants, eux, ils vont accompagner la séparation, notamment avec un protocole de séparation, mais ils permettent aussi finalement aux familles et aux jeunes de vivre une expérience de séparation positive, cadrée, dans un cadre hospitalier, en sécurité, etc. Alors, je vais vous présenter maintenant la discussion. Il y a cinq grands axes qui m'ont semblé intéressants, qui se dégageaient un peu des résultats de manière transversale. Le premier, c'est ce lien dont on a un petit peu parlé entre les psychiatres et les somaticiens, qui finalement fait écho au fait qu'on est avant tout un psyché-soma, et que c'est un petit peu une illusion d'imaginer son corps d'un côté, son esprit de l'autre. Et c'est un petit peu ce que fait l'adolescent dans son geste suicidaire quand il va attaquer son corps, qui peut-être le persécute à ce moment-là, avec l'éruption du sexuel, etc. Et dans une sorte de déni que finalement son corps et son esprit sont liés, et que s'il attaque son corps, il va mourir aussi, en entier, quoi. Donc là, l'idée, qui est reprise par pas mal d'auteurs, c'est de soigner au moment des urgences ce corps qui a été attaqué par l'adolescent, de commencer finalement par un soin du corps, par s'occuper du corps, et c'est ce qui se passe, c'est d'abord les somaticiens qui s'en occupent, pour apaiser le jeune et pour accéder ensuite à l'esprit. Le problème, c'est que la pédiatrie et la psychiatrie, c'est deux logiques de soins un petit peu, alors pas opposées, mais différentes. La pédiatrie, la médecine d'urgence sont des modèles linéaires, rapides. On a des signes à recueillir, on pose un diagnostic, on met une thérapeutique en place, ça va vite. Alors que le modèle psychiatrique, c'est un modèle polyfactoriel. Il y a pas mal de causes qui font qu'on en est là, qui est lent et qui est basé sur le contre-transfert, le ressenti des soignants. C'est ça qui leur permet de penser ce qui se passe. Donc ça ne prend pas le même temps et c'est un peu compliqué de les faire cohabiter dans le même espace, celui des urgences. Peut-être que cette organisation des soins en plusieurs rencontres, le fait que les soignants essayent vraiment d'étirer ce temps des urgences, de ne pas tout condenser en une seule rencontre avec les familles, c'est un moyen de restaurer cet espace de ressenti et cet espace de pensée dont ont besoin les psychiatres. Le deuxième axe qui m'a semblé important à dégager, c'est peut-être les différentes manières de faire entre les soignants d'enfants et les soignants d'adultes. On l'a un petit peu dit, ce sont des jeunes qui sont pris en charge soit par des pédiatres et des pédopsychiatres, soit par des urgentistes et des psychiatres d'adultes, alors que finalement ils présentent un peu les mêmes symptômes.
Et donc les familles vont être impliquées de manière différente en fonction des équipes. Donc, on remarque par exemple que pour les équipes de psychiatrie adulte, le sujet est déjà constitué. Ils ont l'habitude d'avoir affaire à des adultes dont le développement est terminé et dont ils imaginent que leur expression va être altérée par la pathologie à un instant T. Donc pour eux, l'entourage, finalement, c'est un levier du soin, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur la famille pour pouvoir soigner le patient. Ils vont s'appuyer sur les compétences de la famille pour s'assurer que ça tient à domicile, que le patient est aidé à prendre ses traitements, dans ses démarches, etc. etc. Ils vont traiter en fait l'entourage comme un co-thérapeute. Et leur positionnement, eux, va aussi être un peu particulier. On l'a un peu dit, les psychiatres adultes vont avoir tendance à rapprocher le jeune et sa famille, à constituer un tiers médiateur qui va absorber le conflit et relancer la communication dans la famille. Pour les pédopsychiatres, tous ces 3 points sont assez différents puisqu'ils considèrent le sujet qu'ils ont en face d'eux, le patient qu'ils ont en face d'eux comme étant en cours de développement et pas du tout terminé. De ce fait, la relation entre le patient et sa famille, c'est plutôt l'objet du soin pour eux. Ils ont en tête l'enfant qui se développe en lien avec son environnement, en lien avec son entourage. Et donc du coup, ils ne vont pas considérer les familles comme des co-thérapeutes, ils vont les considérer vraiment comme étant partie de l'objet à soigner. C'est un tout patient-famille auquel il s'agit de s'intéresser. Et le tiers, pour les pédopsychiatres, est pensé un petit peu différemment aussi. C'est vraiment... le soignant fait tiers, mais pas en tant que médiateur. Il fait tiers parce que c'est l'institution qui fait tiers, et c'est une fonction organisatrice de la relation à l'autre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Concernant les aspects contre-transférentiels, c'est un petit peu obligé d'en parler dans le sens où tous ces mouvements d'hostilité, de méfiance et d'appréhension que ressentent les soignants vis-à-vis des familles, c'est un peu compliqué de les entendre quand on fait des entretiens et c'est un peu compliqué de les ressentir quand on est soi-même thérapeute. Et donc j'ai vraiment voulu m'intéresser à cette question, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, ce qu'on repère, c'est plusieurs choses. On repère un mouvement de projection des imagos internes en fait, de chaque soignant sur les parents. Chaque soignant est passé par des phases d'identification de ses parents, un conflit oedipien, et puis il y a un petit peu des restes de tout ça. Et donc on garde en tête des objets internes parentaux qui sont plus ou moins menaçants et qu'on va projeter sur les parents des jeunes qu'on est amené à prendre en charge. Ce qui donne ces premières, enfin en partie en tout cas, ce qui peut expliquer un petit peu ces premiers ressentis de méfiance, d'appréhension un peu hostile. Et puis dans un deuxième temps, on voit bien que la relation s'apaise et on peut le comprendre à travers l'identification des soignants aux parents, qui selon Colette Chillan est assez nécessaire. Pour elle, on contrôle son contre-transfert qu'en pensant à ce que cette mère, à ce que les parents qui se comportent ainsi ont vécu, et on soigne dans la mère l'enfant qu'elle a été. Voilà, c'est un petit peu ce que décrivent les soignants quand ils décrivent qu'ils s'identifient aux parents, qui partagent les mêmes inquiétudes, etc. Enfin, de toutes ces rencontres, finalement, on peut se dire qu'elles ont pour but, un des objectifs de ces rencontres entre famille et professionnels de santé, ça peut être la mise en récit de l'histoire de l'adolescent. Alors en fait, qui n'est pas forcément thérapeutique pour l'adolescent, mais qui va être thérapeutique pour les parents et pour les soignants. Donc elle se fait à travers l'anamnèse, les entretiens que font les urgentistes et les psychiatres auprès des familles où ils vont récupérer les antécédents, etc. Mais cette anamnèse, c'est pas un simple recueil d'informations, c'est aussi quelque chose de thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on parle de quelqu'un, quand on parle de l'adolescent? On peut faire 2 choses. La première, c'est une description. On peut faire un inventaire assez familier des caractéristiques de l'adolescent, ce qui peut peut-être rassurer les parents dans un premier temps, parce que déjà ils ont un vécu d'étrangeté par rapport à leur adolescent du fait du processus de l'adolescence. Ils ont l'impression de ne pas reconnaître leur adolescent qui est à la maison et qui ne comprennent plus. Et puis en plus, du fait du processus suicidaire en cours, là vraiment leur ado est engagé dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas, dans un geste suicidaire qui leur est inaccessible et incompréhensible. Et donc faire cette description aux soignants de comment il était, est-ce qu'il est timide, c'est quoi son caractère, c'est quoi ses antécédents, qu'est-ce qu'il aime pas, etc. Ça peut peut-être déjà ramener des éléments de familiarité et rassurer un peu ses parents dans ce moment où ils sont très inquiets et où ils sont dans le flou. Et puis les parents, quand ils racontent l'histoire de l'adolescent aux soignants qui leur demandent, ils font aussi un récit narratif.
C'est-à-dire qu'ils vont raconter ce qui se passe pour eux avec leur adolescent. Ils vont dire, bah voilà, ça fait des semaines qu'ils ne sortent pas, moi je suis très inquiet. Et ils vont se raconter avec leur adolescent en fait. Et en se racontant, et c'est un peu ce que font les soignants quand ils racontent aussi le fait qu'ils ont reçu le jeûne, qu'ils ont mis en place tel soin, etc. En se racontant, ils vont organiser quelque chose, ils vont mettre en forme leur expérience auprès du jeune, ce qui permet, ce qui a des vertus thérapeutiques en fait, ce qui permet vraiment de transformer l'expérience traumatique en quelque chose qui a du sens, qui s'inscrit dans une histoire, dans un récit. Tu leur lises un peu. Je vais... Ah oui, pardon. Je vais vous lire la... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu tous mes verbatims. C'est pas grave. Donc j'avais pour illustrer ça une citation de Derrickel qui dit... qui illustre aussi le temps qu'il faut pour accéder à un récit qui ait du sens. Qui dit « Le premier récit est ainsi souvent lourd, rigide, conforme aux attentes sociales, englué dans le choc émotionnel. Au fur et à mesure des reprises, il s'allège, s'assouplit et se poétise. La personne fait sien les événements vécus en imitant sa couleur, c'est-à-dire sa subjectivité. Sans le vouloir, elle se fait poète, et se faisant poète, elle prend de l'air, du souffle et de la liberté. L'événement ne la possède plus, ou moins, car elle l'a capturé, apprivoisé, transfiguré. » Voilà, c'est pour illustrer les possibles vertus thérapeutiques de la mise en récit de l'histoire de l'ado par les parents au moment des urgences. En conclusion, alors les limites de l'étude, peut-être ma propre position de soignante qui fait que j'ai été quand même très proche des professionnels de santé que j'interrogeais, du coup avec peut-être du mal, tendance à un peu à adhérer à leurs propos, avec du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'ils pouvaient dire. Ensuite, peut-être finalement remarquer ces différentes manières de faire entre les psychiatres, les somaticiens, les soignants d'enfants, les soignants d'adultes. On a l'impression que le passage à l'acte suicidaire il est au carrefour de tout ça et qu'il y a plein de manières de faire qui sont toutes très intéressantes et toutes très différentes et que ce serait peut-être intéressant de les articuler, de les faire dialoguer entre elles, même si je ne sais pas exactement comment. Et je me suis posé la question d'une supervision type groupe Balint en fait, ou quelque chose comme ça pour traiter les aspects contre-transférentiels qui prennent quand même beaucoup de place dans les récits des soignants, qui les gênent eux-mêmes parce qu'être soignant et se sentir hostile par rapport à un patient c'est quand même particulier, et qui en fait sont tout à fait compréhensibles et légitimes une fois qu'on les a mis à plat, qu'on les a travaillés. Voilà, j'ai terminé. J'ai pas mis une. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'était très clair. C'était très clair. D'accord, très bien. C'était très clair, c'était très bien présenté. Manon va passer sa thèse. Quand est-ce que c'est déjà bientôt Le 15 octobre, ouais. Voilà. Donc, en plus, c'était un peu une répétition. Ouais. C'est une répétition réussie. Merci. Voilà. Super. Simplement pour... T'as le temps. Ah oui. C'est ça. Ouais, peut-être. C'est vrai que je pas content. Mais t'as ralenti au fur et à mesure de la présentation, après ça, les premières diapos. Ouais. Fou. Ah oui, c'est pourtant j'ai vraiment essayé d'aller plus doucement, mais ok. Donc c'est simplement pense que t'as le temps. Ok. Bon, alors moi je vais pas avoir beaucoup de commentaires à faire, puisque c'est comme si j'ai encadré ton travail, je le connais à peu près par cœur, je l'ai relu X fois. J'espère. Mais quand même, malgré tout, et puis je vous laisserai la parole pour... parce qu'il y a, je pense qu'il y a plein de points... Ouais. Il y a plein de points intéressants, mais il y a un truc que j'avais pas vu dans tes résultats et que je vois là dans ta présentation. Donc tu vois, c'est intéressant parce que le qualitatif, on en découvre toujours au fur et à mesure, même quand on a l'impression d'avoir fait le tour des choses, et ben on en découvre. Cette question de la temporalité, tu vois, et du temps, elle était pas aussi... Allô ? Oui, c'est bon. Elle n'était pas aussi présente dans nos discussions, et ni dans ta thèse, j'ai pas le souvenir de l'avoir lu de manière aussi claire que de la façon dont tu l'as présentée. En fait, elle revient à plein de moments et j'ai pas fait un axe complet dessus, mais finalement j'aurais pu parce que c'est vrai qu'elle est hyper présente. Je me suis rendu compte après coup qu'elle revenait partout. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu la mettais en lien avec la dualité psyché-soma. Oui. Et finalement, effectivement, moi j'avais un maître qui était psychiatre aux urgences et qui disait toujours... Il disait deux choses. Il disait, la première chose, pour rigoler, il disait il n'y a pas d'urgence en psychiatrie, il n'y a que des urgentistes pressés. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, il disait, en fait, le problème des urgences psychiatriques, c'est que les urgentistes fonctionnent dans la synchronie, et nous, on fonctionne dans la diachronie. C'est ça que tu dis ici. Hein. Et comment faire pour faire avec
diachronie nécessaire, quoi. C'est-à-dire le soin psychique, il peut pas se faire de manière immédiate, quoi. Il est obligé de passer par une relation soignante et donc par une construction d'une alliance, et donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et comment faire aux urgences? Et c'est assez intéressant quand même de voir tous les systèmes mis en place par les soignants. Hein, je ne sais plus si tu l'as dit là, mais tu me racontais les infirmiers psy qui multipliaient les temps informels avec les parents, genre accompagnés au café, des choses comme ça, pour justement créer du lien dans différents contextes, prendre du temps, et peut-être effectivement ces multiples temps séparés sont plus efficaces qu'un entretien de 2 heures pour créer cette alliance nécessaire, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez pertinent et assez intéressant. Super. Moi, j'ai plein de commentaires à faire. Alors vas-y, je te passe le téléphone. Alors. Merci. Hop là. Bonjour Michel. Allô? Ouais, c'est Lélia. Oui, j'ai reconnu. Bon bah bonjour à tous. Bon bah du coup je fais les commentaires de sociaux du coup sur le sujet. Donc voilà, bah merci beaucoup déjà pour ta présentation Manon. Et puis bah du coup je te propose alors à prendre ou à laisser ou à prendre certaines choses comme un éclairage un peu décalé par rapport à ta présentation. Donc 2-3 petites choses. Alors je fais dans l'ordre, hein, comme ça on s'en sort. Déjà au tout début j'ai l'impression que tu as peut-être une petite coquille c'est un rapport OMS, je crois que tu as un N. Ouais, mais c'est Observatoire national de la santé, c'est pas Du suicide. du suicide, Ok, pardon. D'accord. C'est OMS, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être du coup le mettre Ah ouais, en petit ou enfin, en le dessous. rédiger complètement parce que c'est vrai que moi je me demandais si c'était Ah ouais, c'est l'Organisation mondiale de la santé. d'accord. Voilà, alors du coup, il y a peut-être une question au tout début quand tu expliques que les adolescents sont en transition vers l'âge adulte et qu'il y a une augmentation de leur risque suicidaire. J'ai dit augmentation? Enfin, qu'en tout cas, ils sont à risque de suicide. Bah justement, c'est ça que J'ai pas dit. C'est pas très clair oui. dans cette partie-là. Moi, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a plus de risques suicidaires ou alors qu'est-ce qui fait que nous, en tant que soignants et dans la société, on s'inquiète plus finalement du risque suicidaire des adolescents que d'une autre population? Et ça vaudrait presque le coup de le creuser. Ok. Parce qu'en fait, il y a tout un champ théorique, en tout cas en sociaux, qui peut te permettre de nourrir un petit peu cette réflexion-là et que ce soit pas un peu plaqué en disant voilà, on a des ados, voilà, on a du suicide. C'est ça. Et du coup, bah, on s'occupe des deux, mais en fait, c'est normal et ça paraît un truc évident alors qu'on n'a pas défini cette évidence, quoi. Ok. Du coup, 2 pistes qui peuvent t'aider un petit peu, c'est donc Arnett dont tu parles, il parle de la transition adolescente, notamment sur 3 champs, en disant que c'est une période d'instabilité socio-professionnelle, identitaire et affective. Et que du coup, c'est le mélange de toutes ces choses-là qui sont pas d'ailleurs synchronisées. On peut avoir une stabilité professionnelle sans être en stabilité identitaire. Enfin voilà. Et surtout maintenant qu'ils sont très désynchronisés avec des gens qui habitent encore chez leurs parents alors qu'ils travaillent déjà. Donc en fait, cette transition à divers registres, elle organise ce qu'on appelle en anthropologie une situation de liminalité. L-I-M-I-N-A-L-I-T. Et en fait, la liminalité, c'est le moment où un individu a perdu un statut social et qu'il n'en a pas encore acquis un autre. Et en anthropologie, c'était beaucoup utilisé pour tout ce qui était rituel, tu vois, initiatique. Et en fait, c'est l'initié qui est dans une situation pendant quelques mois de rite d'initiation. Et donc, il vit, en fait, la liminalité, c'est l'expérience subjective de cette espèce de flou où tu sais plus qui t'es, tu sais plus quelle est ta place, tu te sens très fragilisé. Et c'est aussi en fait du fait que t'es plus dans une catégorie sociale identifiée, quoi. T'es un peu entre deux, quoi. Okay. Et donc tu le ressens aussi comme ça. Et du coup, ça peut te permettre de faire le lien avec des théories sur le suicide qui existent et qui disent que, donc notamment ça c'est la sociologie de Durkheim et de Alvax. Donc Durkheim qui explique que le suicide, ça concerne en tout cas une partie du suicide, par anomie, les gens qui sont plus intégrés dans la société, qui sont hors du groupe social. Et Alvax, il fait la même chose sur la microsociologie, en disant que
En gros, la société, c'est un peu comme un feu de camp. Et les couches sociales sont réparties de manière concentrique autour du feu de camp. Et plus on est intégré socialement, qu'on est dans une classe élevée, qu'on a des liens sociaux, un capital culturel, etc., plus on est proche du feu de camp, et plus on est des classes populaires, plus on est éloigné. Ok. Voilà. Mais du coup, ça te permet d'avoir un peu un lien sur l'adolescence, le suicide. Oui, en qui est fait, pas aussi, oui. Alors, j'avais pas toutes voilà. ces références-là, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de Hornet. Mais en fait, je me suis dit qu'en 20 minutes, j'allais juste faire très vite fait le contexte. C'est pour ça que je me suis pas du tout attardée là-dessus. Mais il faut que je trouve un moyen d'en dire un peu quelque chose quand même. Alors, parce Ouais. que sinon, ouais, mais En fait, je sais pas. je me demandais ce qu'il fallait que je dise ou pas dans cette partie contexte. En fait, pour être honnête. Bah, en deux je mots, pense moi que je te ouais, conseillerais de garder la notion de liminalité en Ouais. anthropologie, qui est C'est vraiment stylé, en ce plus. statut intermédiaire qui est en fait assez fragilisant, Ok. parce que du coup t'as pas Ah, de c'est bien. statut social. Mais bon, après t'es pas obligé de le développer, mais c'est bien de l'avoir en tête parce que si on te pose la question, au moins t'es pas. Ouais. Tu vois, Oui, tu te oui, dis non, pas, c'est ah bien. bah oui, j'ai fait Franchement, le c'est suicide à l'adolescence parce qu'en fait c'est comme ça quoi. Et C'est tu vois, Jonathan ça Lefebvre permet qui m'a proposé ça. En tout cas, ça permet d'asseoir un peu le truc. Après, ça dépend si tu as. Donc, les autres, je te fais un peu en version organisée les questions qui pourraient être posées. Ça pourrait être par des gens qui sont très méthodologistes du qualitatif, qui pourraient te dire mais est-ce que tu as bien suivi tous les critères qualitatifs? Donc, tu en as détaillé plein. Je te dirais peut-être les deux. Un ou deux qui n'étaient pas très très clairs. C'était dans l'échantillonnage que tu as utilisé. Ouais. Tu as dit que donc, vous aviez varié l'échantillonnage avec des pédiatres, des psychiatres, etc. Et je ne sais pas du coup si tu n'as pas détaillé le type d'échantillonnage que c'est, mais ça a un nom, ce type d'échantillonnage. Je ne sais pas si tu sais. Oh non, je sais plus. Franchement, je me sens plus dire. Je vais dire une C'est pas connerie. grave. C'est pas grave. Ça s'appelle l'échantillonnage théorique. Des questions, qu'est-ce que je vais dire, moi? Désolée. C'est quoi théorique? Non, franchement, je me souviens pas. Un type de logique obsessionnelle avec ça. Tout à fait. Tout à fait, c'est mon côté obsessionnel. Comme ça, elle aura eu toutes les questions, les pires Oui, c'est bien. de sa soutenance avant sa soutenance. Donc ça s'appelle l'échantillonnage théorique et tu pourras en avoir d'autres, par exemple, enfin t'en as plein d'autres, mais notamment c'est différent de l'échantillonnage en boule de neige, où tu connais une personne qui te file le contact de quelqu'un, qui te file le contact de quelqu'un, Ouais. et peut-être que c'est un mélange C'est un entre peu les ça deux. en fait. Ouais, mais alors du coup ça vaut le coup de le dire en fait. En fait, l'idée c'était quand même d'interroger des soignants différents, mais. Ouais. Vas-y Michel. Non, j'ai l'impression que la tête ne quantifie pas, mais c'est un échantillonnage raisonné. L'échantillonnage raisonné, et qui normalement, alors là aussi je vais faire l'obsessionnel des trucs, mais dans la description des variables qui sont présentées comme étant un tout petit peu les variables descriptives de l'échantillon, en fait dans les études quali, j'ai vu qu'il était conseillé de les utiliser pour après justifier l'échantillonnage. C'est-à-dire que quand on va présenter dans la partie résultat la description quel âge ils avaient, est-ce que c'était des hommes, des femmes, est-ce que c'était des pédiatres, est-ce que c'était des psychiatres, est-ce que c'était je sais pas qui, et bien du coup, c'est sûr que ces variables-là, on les présente et puis ensuite on utilise ces variables-là pour dire qu'on a essayé d'avoir une hétérogénéité, contrairement aux études plus quantitatives où on essaie d'avoir des profils un peu homogènes parce qu'on dit que ça va nous introduire au plus pourri, de la variabilité et tout ça. Là, au contraire, on essaie d'avoir comme ça un panel le plus large et on dit bon ben voilà, j'ai un vieux, d'autres pour un jeune, et donc ça c'est un échantillonnage qui est raisonné sur l'âge, il peut être raisonné aussi sur le sexe, donc homme, femme, peut être raisonné sur une catégorie socio-professionnelle, peut être raisonné sur une catégorie professionnelle, et de cette manière-là, enfin bon, on peut qualifier et préciser un tout petit peu l'échantillonnage. En tout cas, ça vaut le coup que tu relises un petit peu les différents types d'échantillonnage, parce que c'est possible que ton échantillonnage, au début, vise un certain un standard et qu'en pratique, ce soit un peu différent, mais ça vaut le coup de pouvoir l'expliquer en fait. Ok, ça marche. Et de la même manière, une autre chose qui manquait sur ton échantillonnage, c'était est-ce que tu connaissais les gens avant ou pas? Ça fait partie des critères qui sont demandés. Est-ce que, en fait, tu as demandé à tes amis, quoi? Ou est-ce que tu as envoyé un mail? Est-ce que c'était les amis de ton directeur de thèse? Est-ce que, tu vois, en fait, tout ça, ça fait partie des critères qu'on peut te demander et qui sont des critères de rigueur. Je les ai dit dans ma thèse et je pensais le dire si on me pose la question, mais c'est vrai que
Là, comme j'ai pas le temps, je pense que je vais pas les détailler. Mais alors oui, pour te répondre à ta question, en tout cas, non, je les connaissais pas. Non, je les connaissais pas. Je leur ai envoyé des mails. Et après, il y a eu un peu d'effet boule de neige aussi, puisque j'en ai interrogé un qui m'a dit, ah bah tu peux interroger machin. Voilà. Et toi, t'en connaissais un ou deux. On avait quand même, a priori, défini des sites. On avait 4 sites. On avait défini les sites, mais Et finalement, on connaissait pas les gens. Enfin, Non, après, les gens des dans les sites, on quelques-uns, a. mais pas trop. Dans les sites, on a. Est-ce qu'on peut passer le téléphone à Ah oui. Dans les sites, on a fait au hasard. Effectivement, comme c'était une recherche sur laquelle on avait répondu à des appels à projets, on avait mis. Allô ? Ah, si, je t'entends. Oui, je t'entends. On avait proposé 4 sites. Hein. Et finalement, pour des raisons pratiques, il n'y a eu que 2 sites qui ont été 3, sollicités. le Vinatier. Ah oui, c'est vrai. Mais le Vinatier ne fait pas partie des sites initiaux. C'est pour ça que tu as un peu débordé. Tu as fait au départ, Ouais. tu avais interviewé dans les 2 endroits. Et puis effectivement, la pédiatre, elle est pas vraiment à Necker. Elle était à Necker, mais elle n'est plus. Et la psychiatre d'adulte, elle est au Vinatier, effectivement. Oui. Donc, mais c'est pas grave. Mais effectivement, tu peux le décrire dans la façon dont tu as fait. Ok. Voilà, c'est vraiment, effectivement, ça fait partie, comme le dit Lélia, des critères de rigueur, de vraiment décrire comment tu as fait. Hein. Donc, effectivement, au départ, c'était un échantillonnage raisonné, ou alors une représentativité qui visait une représentativité théorique, hein, pour reprendre effectivement les 2 termes qui sont assez synonymes. On ne cherche pas une représentation des populations, mais des points de vue. On ne représente pas la population, on représente différents points de vue qui existent dans une population, dans un terrain. Et puis après, il y a eu un petit peu d'effet boule de neige dans un deuxième temps, puisque tu as appelé la pédiatre qui bossait avant à Necker, et puis appelé sur les conseils de la psychiatre de Lyon. Hein. Donc effectivement, il y a eu un petit peu les 2. Mais les critères de rigueur sont décrits quelque part. Alors les critères de rigueur, ils sont décrits notamment, enfin ceux qu'on utilise beaucoup, c'est la liste COREQ, C-O-R-E-Q. En fait, c'est une checklist. Et du coup, tu as 32 items, je crois, ou 34, je me souviens plus. Et donc, tu les fais tous un à un. Et normalement, ça te permet d'avoir tous les mots-clés dans un article. En gros, ça t'aide à construire ta méthode si tu écris ton article. Et il faudrait, d'une certaine manière, que ta partie méthode puisse répondre à tous les items de la liste COREQ. Voilà. D'accord. En fait, En tout cas, je me dis, c'est être conscient qu'elle ne répond pas, et pouvoir l'implémenter et être transparent par rapport à ça. On a le droit de ne pas être parfait, mais il est important d'être conscient de notre imperfection. Ça fait vraiment partie des critères de rigueur du qualitatif, d'avoir explicité toutes les étapes. Bah oui, non, je suis d'accord, mais je pense que je l'ai fait dans l'écrit, mais là, Non, mais il y a c'est pas peut-être de... pas c'est assez pas des reproches. détaillé. en fait, tu as plein de papiers. Tu as beaucoup de gens qui ont réfléchi sur les critères de rigueur. Et tu as certains disent qu'il y a des critères de rigueur qui sont Je dis spécifiques. juste des choses... Toi, tu trouves que... À chaque méthode. Ouais, d'accord. enfin, ça, je peux y répondre à l'oral, en tout cas. Les Oui, critères en fait, de rigueur, je te pose des questions qui pourraient peut-être être posées par ton jury. Et en Ils sont fait, censés être si un t'es peu préparé, Bah, c'est encore mieux, quoi. l'écrit, oui, carrément. Voilà. transversaux à Ok, toutes je les vais méthodes. noter l'échantillonnage. Mais ils sont critiqués aussi. L'idée, c'est pas de changer ta présentation, elle est très Tu bien. as un très bon article de May et Pop. Et c'est juste pour en fait Là-dessus. réfléchir à ton Mais sujet, il est quoi. pas. Ouais, Parce que je te l'avais peut-être une fois envoyé qu'on a fini dans... le travail, du coup, c'est T'avais envoyé vraiment des papiers ou présente pas et on a Oui, plus de monde mais pour un réfléchir livre, dessus. ça, mais Non, pas un ça. article. Ça marche. Non, peut-être oui, je me rappelle. May pas. et Pop... 95. Ouais, c'est dans le BMJ. Hein. Il y a 2 articles qui datent de 95 et 2 articles qui datent des années 2000. Il y en a un qui s'appelle des articles, Rigor in Qualitative Des Research, articles de c'est très bien. qualitatif, ceux de Maze and Pop. Et un autre qui s'appelle... il y a assessment dedans, je sais plus. Mais il me semble que je te l'ai envoyé. Si je ne te l'ai pas envoyé, tu me renvoies un mail et je te l'ai D'accord. envoyé. D'accord, et donc il faut poser les bases méthodologiques en fonction aussi de ces critères de rigueur, c'est ça? Au début, en cliquant sur l'étude. Bah, il faut les suivre en tout cas. Il faut les Il suivre. faut les suivre, c'est pas très compliqué. C'est pas des critères extrêmement complexes à mettre en œuvre, mais il faut les suivre.
Et ils sont essentiellement centrés sur dire ce qu'on fait, en fait. Vraiment, c'est la transparence, c'est vraiment en fait, ça. C'est juste un guide pas à pas pour revérifier que tu es bien capable de raconter tout le schéma de ta recherche. En fait, c'est ça la rigueur en qualitatif, c'est de te souvenir et d'avoir bien pris note de toutes les étapes que tu as faites. Voilà. Et l'effet de boule de neige en soi quelque chose de mauvais ou juste il faut le décrire? Il faut juste le décrire. En fait. D'accord. Tout est à décrire en fait. D'accord. C'est une façon de faire. Tu peux le justifier, ça dépend des terrains. Il y a des terrains qui sont vraiment propices à ça. Oui. Ton terrain en particulier, tu vois. Je pense qu'on en parlera après, mais ton terrain, il est effectivement, tu pouvais pas faire autrement, je pense. Mais on en parlera après. D'accord, merci. Alors du coup, je te donne aussi d'autres petites pistes, justement, puisque tu disais que, donc, comme tu es soignante, c'est difficile de prendre du recul par rapport aux propos des participants. Donc je donne juste 2-3 petits éclairages qui sont plutôt de la socio, là. Par exemple, la question d'adaptation, genre est-ce que les parents sont adaptés, est-ce qu'ils se montrent adaptés, etc. En fait, en socio, on décrit cette considération des psychiatres de l'adaptation des parents comme, en fait, est-ce que les parents font ce que les psychiatres attendent d'eux? C'est-à-dire, est-ce que les psychiatres sont d'accord avec ce que font les parents? Et du coup, les parents sont considérés comme adaptés. Et sinon, ils sont considérés comme dans le déni, ou complices, ou ambivalents, enfin voilà. Mais en gros, c'est qu'ils font pas ce que le psychiatre oui, veut qu'ils fassent. C'est tout à fait ça. En fait. Donc c'est juste que ça te permet de... Je savais qu'il y a des gens qui avaient décrit, je trouve ça rigolo, mais oui. C'est un peu caricatural, mais ça permet de se dire, ah oui, l'autre lecture de ce mot d'adapter, c'est vraiment ça, quoi. Mais ça, tu le trouves où, par exemple? Alors, il y a un bouquin qui en parle. Moi je l'utilise dans le bouquin que j'avais fait sur la surveillance en fait des enfants, des adolescents à risque de psychose par les psychiatres, mais je suis pas la seule, en tout cas c'est beaucoup utilisé dans la sociologie de la psychiatrie pour essayer de comprendre les parents sont soit complices ou dans le déni, etc., soit adaptés. Et en gros, tout le travail est un travail moral, et c'est aussi quelque chose que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la temporalité, c'est-à-dire que les urgentistes ont un travail qui est physique, donc qui est assez rapide, le travail moral est plus lent, mais le travail moral a pour but de ramener les parents au point de vue du psychiatre, quoi. Et donc les rendre adaptés, ça veut dire faire en sorte que finalement ils conviennent de ce que le psychiatre pensait depuis le début. Et à ce moment-là, ils sont devenus plus adaptés, quoi. Ouais. Enfin, c'est hyper discutable du coup. Ça dépend si tu te places comme soignant ou si tu te places comme sociologue critique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, moi ça m'empêche pas d'être soignante, tu vois. Ouais. Mais il faut savoir que dans d'autres disciplines qui considèrent que quand même la psychiatrie c'est un peu du lavage de cerveau des gens, et il y a un point de vue qui est beaucoup plus critique par rapport à ça, et c'est important de le connaître parce que du coup on sait qu'il y a une autre lecture possible de ce type de travail. Et du coup, je te donne aussi d'autres... Le traitement moral a fait ses preuves. Oui. Non mais attends, c'est juste des grilles de compréhension. On est vraiment sur si on prend d'autres points de vue épistémologiques. D'accord. Non, on n'est pas en train de remettre en cause tout. Oui. Tu me taquines, Michel. Et du coup, c'est la même chose, par exemple, une autre lecture possible du sentiment d'illégitimité quand tu parles des professionnels, des urgentistes qui vont assez vite vouloir appeler le psychiatre. Oui. Ça peut être aussi compris en sociologie des professions, mais là, du coup, pas que en médecine, dans tous les boulots. Il y a ce qu'on appelle déléguer le sale boulot. Et en fait, non mais tu vois, je crois que c'est un truc comme ça que j'avais marqué, c'est toi qui as marqué illégitimité ou qui m'a proposé illégitimité en fait. Non, mais peut-être rendre le truc un peu plus soft. En tout cas, c'est important de savoir que dans le champ sociologique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est la notion, ouvrez les guillemets, de déléguer le sale boulot. Et tu peux l'utiliser dans toutes les professions, de concierge jusqu'à médecin. Et toutes les professions ont leur sous-fragment, tu vois, sous-équipe, à qui on essaye de déléguer le sale boulot. Donc quelque part, il y a ce phénomène-là. Donc l'urgentiste délègue le sale boulot au psychiatre et en même temps le psychiatre délègue le sale boulot aux parents en leur disant on vous fait un arrêt de travail, comme ça c'est vous qui avez le sale boulot de surveiller votre gamin, quoi. Enfin en gros. Mais donc c'est juste, je te dis juste ça, pas du tout pour changer comment. C'est une joie en tant que parent de t'arrêter pour regarder tes enfants. C'est
Je signe sur le champ. Voilà, et donc si tu veux des références là-dessus, sur le sale boulot, c'est Matthews, donc M-A-2-T-E-W-S, Ouais. et Freidson, F-R-E-I-D-S-O-N, qui ont travaillé là-dessus. Et Jonathan, ouais, est-ce que les gars bien? Je suis trop inquiet par rapport à ce qui est. Elle doit rendre sa thèse lundi, donc je rends ma thèse dans 3 semaines. elle est en épisode hypomaniaque. Mais non, mais c'est pas grave. C'est inadapté. Voilà. Alors, du coup, j'ai presque fini. J'ai encore juste deux symptômes délirants, Michel, et après je te rends la parole tout de suite. Donc, alors juste un dernier truc qui est avant-dernier truc, qui est la question de l'engagement émotionnel, du travail émotionnel. Ça, cet engagement auprès des jeunes et des parents en disant voilà, on s'en occupe, toute la partie où tu dis voilà, Les inquiétudes et tout ça, qui partagent. ouais, qui font partie de la famille, Ouais. qui deviennent voilà, qui sont partie prenante de tout ça. Ça a été décrit aussi en sociologie sous la forme du travail émotionnel. Ça veut dire comment est-ce que les personnes vont contrôler leurs sentiments, leurs émotions, pour les rendre adéquates à certaines situations. Et en fait, c'est considéré comme un travail, ça veut dire que ça fait partie de ton métier, mais c'est un travail qui est émotionnel. Et notamment, ça a été beaucoup décrit pour les diplomates, c'est-à-dire comment, quand tu es diplomate, tu dois faire en sorte que la situation se passe bien, discuter, argumenter, mais ça a été aussi beaucoup décrit pour les infirmières, pour les hôtesses de l'air, ça veut dire tout l'effort que tu vas faire, ce travail pour être présentable, joli, accueillant, souriant, etc., qui est en fait une grosse partie du travail pour ces professions-là, et qui n'est pas décrit de manière très fine par les autres pratiques. Enfin, voilà, Okay. en tout cas, c'est mieux décrit par travail émotionnel. Donc ça peut être une manière de comprendre ce type de travail qu'ils font en étant super disponible. Voilà, c'est un travail affectif. Ok. Et le dernier point, et après je rends la parole à Michel, c'était la question de... Tu parlais d'expérience de séparation positive, Ouais. ça tu l'as dit à l'oral. Ouais. Et donc ça en fait on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est une expérience de séparation qui est proposée par les pédopsychiatres, mais par exemple on ne sait pas si elle est vécue de manière positive. En fait, c'est parce que j'ai pas mis les verbatim, mais ça sort des résultats. C'est un des résultats qui sort que les parents, au début, ils sont très méfiants, ils veulent pas, ils sont hyper angoissés, et qu'ensuite, alors ça sera Ouais. confirmé par le vécu des parents et des ados, C'est mais en fait, c'est une piste en tout cas que je trouve intéressante, et c'est aussi ce qu'on Bah du coup, fait, enfin ce qu'on ressent dans d'autres jours, des trucs comme ça. Oui, Enfin, bon, du ça- coup, ça ça pour rejoignait l'instant, c'est le certaines discours des techniques. professionnels, donc effectivement, Ouais. ça vaut le coup de le Faudrait vérifier avec vérifier. les ados, et notamment, c'était l'interne qui avait fait sa tête avec Jordan, qui nous avait présenté ça à l'IACAPAP, tu sais, sur la séparation dans l'anorexie. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Oui. Qui bosse aussi à Argenteuil, j'ai oublié son nom. En tout cas, il a fait lui sa thèse sur le vécu de la séparation Ouais. dans l'hospitalisation en anorexie de la part des jeunes et des parents. Et il montrait qu'en fait c'était hyper mal vécu et qu'en plus c'est une spécificité française que nous, en France, pédopsychiatres, on sépare les familles. On considère que c'est mieux. Mais qu'en fait dans d'autres pays, les enfants anorexiques ne sont pas séparés de leurs parents. Et Bruno Falissard disait à la fin de sa présentation, on se demandait si c'était vraiment éthique ou pas au final de séparer. Et on ne sait pas du tout là pour ton sujet, mais en tout cas ça vaut le coup de se dire, de prendre un tout petit peu de précaution sur l'expérience de séparation Oui. positive et se dire que ça vaut le coup de demander, voilà. aux Oui, jeunes c'est et aux parents. toujours du point de vue des soignants en fait. Moi, ce que j'en dis, C'est ça. c'est ce qui. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas trop d'études sur la séparation parce qu'effectivement, c'est pas éthique, donc c'est compliqué de faire des études dessus. Et puis, ouais, en fait, on sait rien et à la fois, on a l'impression que c'est un truc qui pourrait être utile, mais au cas par cas, pas de manière systématique comme dans certains services où finalement c'est fait comme ça parce que c'est le protocole du service, typiquement chez les anorexiques, ce qui est un peu stupide. Là, c'est pareil. On imagine bien qu'il y en a qui sont pas séparés, symbiotiques, etc. Là, il n'y a pas de psychose et tout ça, mais qu'on pourrait pas séparer et que ce serait délétère de les séparer au final. J'imagine qu'ils font quand même un peu du cas par cas à Necker quand ils font leur protocole de séparation, quoi. Enfin, En fait, je sais pas du tout, c'est juste d'un point de vue Mais en tout méthodologique, cas, c'est oui, plus d'accord. facile. Enfin, tu vois, moi, Oui, je suis ça pas du marche. tout sur Mais une c'est vrai que, considération. Je te dis vraiment ça en méthodologie. oui, je réfléchis Je pas. pense que Positionné c'est- comme une sociologue et comme une méthodologiste. Ouais, Donc, complètement. faut Je te pas l'ai l'écouter. fait de manière Ça très marche. méthodique. Oui, en tout cas, prendre C'est précaution juste- avec ce sujet. Voilà, c'est ça, de savoir que en fait finalement ça peut être testé
en faisant des entretiens avec les parents et les ados. Et Pour que, le faire dire. voilà, on ne peut pas en préjuger. On sait que ça fait partie du discours des professionnels, que eux, les retours qu'ils ont, c'est que c'est positif. Après, c'est toujours pareil. Nous, on a toujours les retours positifs. Moi, Oui, mes bien patients, ils sont tous géniaux et ils m'adorent, tu vois. Bon, bah super. Ceux qui m'aimaient pas, ils sont partis, tu vois. Donc, il y a toujours le biais du clinicien. Et c'est un truc qui est connu, qui est standard. Donc, voilà, juste ça vaut le coup, justement, parce qu'on a des travaux qui montrent que des choses qui nous paraissaient évidentes et positives, par exemple dans l'anorexie, bah, quand on pose la question aux jeunes et à leurs parents, ça leur paraît pas si évident que ça, et en plus, c'est pas un consensus international, quoi. Donc, voilà. C'est tout. J'ai fini mes questions. Super, merci beaucoup Désolée. pour ces reçus. Michel, j'ai fini. Oui. Je retourne me faire hospitaliser. Alors, je vais prendre rapidement la parole, parce que je dois reconnaître que j'avais la permission de faire, parce que je suis garde aux urgences, et du coup, j'ai demandé à mes anciens collègues urgentistes de m'épargner ce qu'il y avait à faire, mais après, il faut que je revienne. J'ai dû aussi libérer d'ailleurs mes autres collègues qui étaient là, parce qu'on avait déjà fait 1 heure pour parler de leurs travaux, et là, c'était un tout petit peu la puce partie recherche, donc finalement, je suis tout seul. Mais je vais revenir à ton travail. Enfin, moi, je voulais te féliciter, mais je ne vais pas sortir ma casquette de pédopsychiatre parce que c'est extrêmement tentant en fait de parler de ces aspects pédopsie. Mais je voulais juste te demander, toi, est-ce qu'il y a des choses sur le plan méthodologique, sur un séminaire de méthodologie, toi, qui t'ont posé problème dans la méthode ou maintenant, rétrospectivement, à la fin un peu de ton travail, tu te dis finalement j'aurais fait les choses autrement ou avec l'expérience, il y a des choses, parce que c'est l'idée aussi de pouvoir transmettre un peu des messages à ceux qui commencent et de se dire tiens, faites attention à ces pièges-là. Donc, quelle est, dans ton expérience, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment ou tu aurais fait différemment ou tout était parfait? Et juste une dernière question, c'est Jonathan, le directeur de ta thèse, c'est Oui, ça? tout à fait. Oui, c'est Jonathan. Il te boucle les oreilles, il sort, il fait comme s'il n'attendait rien. Super, il t'écoute. Ouais, on t'écoute. Vas-y, dis-moi. Et si on pouvait rapprocher le téléphone, je sais pas si tu me disais là, mais... Ouais, je t'écoute. Ouais. Ben, c'est bon, ma question est posée, c'est que rétrospectivement, est-ce que tu as eu des difficultés, il y a eu des points, donc finalement maintenant, D'accord, oui, ton travail, des points de difficulté méthodologique? Non, franchement, non. Moi, j'avais une sainte horreur et une sainte incompréhension du quanti. Donc, quand j'ai découvert le Cali, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à des entretiens qu'on menait en clinique tous les jours avec nos patients et qu'on pouvait sur lesquels là, on pouvait se baser pour extraire des informations de recherche. Enfin, franchement, non, c'est une méthode que j'ai plutôt trouvé facile à utiliser et hyper agréable. C'est aussi parce que je pense que Jonathan m'a évité tous les pièges et du coup c'était facile. Mais... Ah, je sais pas ce qu'il est là, mais fais-le sortir. Non, mais c'est un peu vrai, je suis en train de réfléchir à est-ce que j'aurais fait différemment. Franchement, non. À la fois, je suis vraiment pas une grande passionnée par la recherche, donc du coup, j'ai pas beaucoup réfléchi à est-ce que j'aurais pu faire autrement. Oui. Voilà. Enfin, je veux dire, j'étais contente que ça marche en fait. Donc, et maintenant, pour ce qui est de l'analyse, tu as procédé comment en fait une feuille Ah non, j'ai fait un tableau sur un Google Doc là. J'ai mis les entretiens sur la colonne de gauche, tout ce qui me venait en vrac sur la colonne du milieu et les thèmes sur la colonne de droite. Et ça m'a pris 10 plombes. Ah oui, si j'avais un truc à changer, c'est que j'avais trop de thèmes en fait. Au début, j'ai pas osé me mouiller beaucoup et interpréter beaucoup, et du coup, j'avais des trucs qui étaient un peu de la paraphrase. Et beaucoup trop de codes différents en fait pour dire une même idée ou je sais pas comment dire, c'est comme si j'arrivais pas trop à me décoller du texte et après j'ai plus fait et ça m'a simplifié la vie, donc oui, peut-être ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais oui. Au début j'avais 2 milliards de codes qui disaient plus ou moins la même chose, mais j'avais peur de perdre de l'information en les regroupant sous une même idée, donc du coup je faisais pas et du coup c'était super lourd à organiser quoi. Je sais pas si... dans les résultats que tu présentes, finalement, qu'est-ce qui avait été un peu si tu avais à expliciter, ce qui t'a poussé à choisir justement de mettre en avant certains thèmes par rapport à d'autres, parce que en fait, souvent l'écueil qu'on a dans le thème, c'est qu'on se retrouve avec tout plein de thèmes, tout plein de thèmes qu'on pense qu'il y aurait
potentiellement 10 thèses à faire. Enfin, je sais Ah pas oui, si c'est ça. l'expérience que tu avais eue. Oui, tout à fait. Et finalement, ce que je trouve très difficile, mais aussi intéressant, de pouvoir le dire et aussi pour soi être au clair au moment de la soutenance, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui a fait que je choisis de mettre l'accent sur ça. Parce que en fait, et donc tout, déjà ce que tu dis aussi, c'est que ce soit dans le caddie ou dans le quanti, il y a toujours une phase qui est forcément compatible quand on passe de la partie résultat à la partie discussion. Et moi, de plus en plus, ça m'intéresse finalement de se dire, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on prend le parti pris de discuter ce truc-là? Est-ce que c'est parce qu'on a lu des trucs? Est-ce que c'est parce qu'on a vécu en critique des situations? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est du comme ça? Enfin, du coup, je te laisse répondre. Pourquoi j'ai choisi ces axes de discussion comme ça Ouais, comment tu avais fait l'élagage parmi les termes en disant, c'est ceux-là que je compte mettre et c'est ceux-là que je compte laisser de côté? Alors le premier élagage au niveau des résultats, franchement j'ai juste essayé vraiment de recentrer, j'avais beaucoup de données sur le lien entre les professionnels de santé et les jeunes suicidants, donc tout ça j'ai viré, et ça m'a viré la moitié de mes entretiens en fait. Et ensuite j'ai essayé de... en fait, je pense que c'est aussi des questions cliniques que j'avais moi avec les parents des enfants de la maison de Solène, là où je ne savais pas vraiment où me mettre, quel positionnement adopter, etc. Donc c'est un peu ce fil-là que j'imagine qui m'a intéressée. Et c'est comme ça que j'ai choisi vraiment ces questions sur le tiers, sur est-ce qu'on... Ouais. Du fait que c'est alimenté par ta propre expérience clinique et je pense. finalement, quelque part, ce travail de recherche vient répondre aussi à des questions que je vous pose ou que j'imagine que d'autres personnes se posent et du coup, c'est de cette manière-là que je pense qu'ils répondent. Oui, peut-être qu'il faut que je le dise à un moment. Si je me souviens bien, il y avait quand même une hypothèse que vous aviez au début qui était que peut-être les psychiatres d'enfants travaillaient plus avec les parents que les psychiatres d'adultes et qu'assez vite vous aviez été surpris de voir qu'en fait les psychiatres d'adultes associaient plus les parents. Moi je me souviens d'un truc l'année dernière comme ça. C'était toi. Moi j'avais peu à souvenir de cette hypothèse, peut-être toi tu l'avais. C'était une des hypothèses dont vous aviez parlé au tout début il y a 1 an. Quand on avait fait les petites... Ah peut-être au début alors, je ne me souviens même plus. C'est pour ça que ça vaut le coup de noter ces hypothèses au tout départ, parce qu'après on les oublie. Et je me souviens que vous aviez été surpris de voir que les psychiatres d'adultes associaient beaucoup plus les parents à la prise en charge, alors que les psychiatres d'enfants avaient tendance à faire un peu le protocole de séparation, quoi. C'était le début de la thèse principale, de l'idée que la position des parents est... Mais du coup, c'est sympa quand l'étude vient contredire un préjugé, tu vois. Ouais. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je viens d'être rappelé, il va falloir absolument que je file voir un patient, donc vraiment j'aurais aimé pouvoir... J'espère que c'est un jeune suicidant et que tu vas prendre en compte tout ce qu'on a dit. Non, c'est une contrainte de donc voilà, ils sont déjà depuis un moment et là je pense que aussi leur patience elle a des limites et moi c'est vrai que mon job à la base de ce soir Ok. donc il faut que je réponde à cette mission-là. Mais en tout cas vraiment c'était super passionnant. Pour moi c'est pas compliqué de faire le source de thèse, mais bon, je ne sais pas trop de soucis à vrai dire vu la qualité de la présentation et puis j'espère que la prochaine fois on arrivera à résoudre les soucis techniques, comme ça on pourra aussi se voir et vraiment maintenant faut qu'on essaye peut-être à l'avance, c'est vrai que là on a pas fait de tester le matériel là, histoire de trouver une solution. Ouais, mais il faut qu'on règle le problème de notre côté parce que là ça fait 2 mois que ça marche pas en fait ici dans cette salle. Donc, Merci beaucoup. Okay. Bon, à bientôt Michel. À la prochaine. Ouais, salut, bon courage. Bye bye. Oui, je change rien à ta thèse. D'accord, ah oui, d'accord. Okay, moi je te dis juste ça pour avoir de quoi réfléchir et tout, mais ta présentation elle est parfaite. Là tu peux prendre des vacances avant ta soutenance, d'accord? Ok, cool. C'est cool, merci beaucoup. Des petits fours que tu vas acheter, et la robe que tu vas mettre, et tu vois, le travail il est fini là. Ok, ça roule. C'est cool en tout cas. Mais merci pour tous vos conseils, c'est super précieux.
Et c'est vrai que tu me rappelles, je pense que j'avais présenté ça à un staff. Ouais, mais attention, Ouais, parce que c'est c'est pas sur les tout à premiers fait... entretiens. C'est pas aussi manichéen que ça non plus. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, les soignants d'enfants, ils les impliquent quand même vachement. Sauf qu'ils séparent, mais ils les revoient à 48 heures. Ils font beaucoup plus de post-urgence que les soignants d'adultes qui en font zéro, la post-urgence quasiment. Donc en fait, c'est plus nuancé quand même que ça. Alors, en fait, justement, ça vaut le coup de creuser parce qu'il y a un peu ce truc aussi dans les psychiatres d'adultes de impliquer beaucoup les parents, justement avec un peu l'idée de déléguer sa boulot. Ça veut dire que Oui, c'est quand vrai. il est Oui, adulte, c'est ça. c'est Genre, eux qui aller, vont avoir à s'en crac, occuper ils vont- en fait, en vrai dans le quotidien. On ne sera pas en mesure, nous, de le prendre en charge. Ouais. Donc, autant qu'ils s'en occupent très vite, tu vois. C'est pas... Oui, c'est tu vois, vrai. t'as Oui, la ils manière de rapprochent et gérer hop, en je suis surface, et d'accord. puis après, t'as l'hypothèse sous-jacente qui est quand même, le jeune il est dehors et finalement ses vrais responsables c'est que ses parents et personne d'autre ne peut s'en occuper. Alors que les pédopsies, il y a un peu l'idée que on le Oui, sépare parce que finalement, sinon on va s'en occuper. Tu vois. Il hospitalisé chez eux et tout ça, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, c'est pas, Ah oui, c'est d'accord, oui. pas manichéen, mais j'ai quand même l'impression Oui, que vous aviez été un peu surpris par ce résultat au début. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, Voilà. Oui, j'imaginais que les psychiatres d'adultes, ils s'en foutaient complètement de l'entourage. Enfin, j'avais cette expérience sur les urgences. Puis après, ce qui vaudrait le coup de détailler un tout petit peu, t'en parlais dans la partie projection, etc., conflit oedipien et tout, c'est en particulier, par rapport à ça, le positionnement de la pédopsychiatrie française. Parce que quand même, il y a eu un positionnement un peu contre les parents ou de responsabilisation des parents par rapport aux problèmes de l'enfant. Ouais, c'est pendant des Manoni années. et tout ça. Et est-ce que c'est pas aussi ça un petit peu qu'on voit dans la question de la séparation, que quand même ça ferait du bien à l'enfant d'être sans ses parents toxiques, tu vois? Ouais. Enfin, je sais pas, mais Ouais, ça, c'est en vrai, tout cas, c'est moi, vrai. ça me fait penser à des trucs comme ça, sur même sur les controverses de l'autisme, sur quand même des théories qui ont été très fortes dans la pédopsychiatrie française. C'est pas grave en soi, enfin, je veux dire, c'est historique, Oui, quoi. oui. Et qui, du coup... Qui laisse peut-être des traces. Ouais, en fait, façonne un petit peu peut-être la relation aux parents d'une manière un peu différente quand même des psy adultes ou des urgentistes. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ça, j'en parlerai pas parce que comme je suis pédopsychiatre, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied. Bah, je sais Mais pas, moi, je trouve que ça peut... effectivement, tu vois, Je trouve on est ça, une et que quand tout mon jury, c'est Ouais. j'ai peur de les froisser un peu, mais. Alors moi je suis pas... Bon, Mais, après, tu vois, je dis plein de trucs très critiques en étant très contente d'être pédopsie. Mais non, mais je t'as pense raison, mais je trouve que justement, ça fait partie de la c'est dur à réflexion, dire, tu quoi. vois. Ouais, à la fois, mais c'est assez dur à. On est aussi notre génération, que tu vois, C'est vrai, c'est vrai, réfléchir t'as raison. sur le passé, c'est-à-dire qu'on essaye de pas... Ouais, peut-être. Enfin, et puis il y avait des théories intéressantes aussi, c'est juste la manière dont elles ont été appliquées, ou la manière dont ça a été vécu aussi par les parents, enfin tu vois, des trucs... Ouais, mais, tout à fait. Je pense qu'on peut réfléchir sur notre discipline sans être en train de la... je sais pas, C'est vrai. c'est pas une attaque, quoi, faut pas être parano non plus. Enfin, en tant que soignant, quoi. Ça marche. Mais ça l'a enrichi. Oui, c'est ça. Ça permet de penser, quoi. Est-ce que vous citez un travail des sociologues sur les psychiatres qui travaillent sur les psychoses émergentes? Oui. C'est quoi? C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'adolescent fragile. Ah d'accord. Peut-on prédire en psychiatrie? Et en fait, le titre est mal trouvé. Parce qu'en fait, c'est surtout sur le travail des psychiatres. Et en fait, c'était un livre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les psychiatres français en particulier, de l'adolescent, ont beaucoup de mal avec tout ce qui est procédure standardisée de détection précoce de la psychose. Les anglo-saxons, ils font plein de trucs pour les jeunes, Oui. du genre vous êtes à risque de psychose, donc vous rentrez dans une cohorte, machin. Et en France, on les prend en charge, mais on leur dit pas grand-chose, quoi. Et D'accord, en tout cas, on leur dit pas qu'ils c'est sont à risque, etc. Et du coup, c'était vraiment pour aller leur poser la question de comment est-ce qu'ils travaillent avec ces jeunes-là, pourquoi est-ce qu'ils ne leur disent pas c'est bien. qu'il y a un risque, Oui. et du coup, pourquoi est-ce que finalement la France reste une exception par rapport aux pays occidentaux par rapport à ça. Et donc il y avait plein de trucs sur la prophétie réalisatrice, le fait qu'on risque de mettre l'enfant dans une case, l'impact du label sur un adolescent, plein d'idées aussi sur la construction de l'adolescent qui est très malléable, enfin voilà, plein de trucs. Et un des résultats, dans la manière dont, parce que du coup je détaillais comment les gens travaillaient, puisque du coup ils ne sont pas dans un travail où ils vont annoncer que vous avez un risque, comment est-ce qu'ils travaillent du coup. Et donc il y a tout un suivi justement informel qui se met en place. Et un des axes du suivi, c'est le travail moral auprès des parents pour les rendre adaptés, parce qu'au début ils sont inadaptés, parce qu'en fait ils ne sont pas d'accord avec
avec D'accord. les psys. Donc en fait, c'est un travail de réussir à convaincre, quoi, finalement, à les amener aux soins tels que les psys le pensent. D'accord. Parce que je pensais qu'en France, ça s'est développé aussi, le Alors, le screening des Ouais, populations. mais c'est beaucoup plus limité. Beaucoup plus limité Ouais, qu'ailleurs. beaucoup plus D'accord. limité. Et on a un petit mouvement en France Oui, de de- Krebs. ouais, de Krebs, etc., qui en Mhm. gros disent nous, on est les promoteurs de ça, on essaye de le faire, Mhm. machin, qui sont obligés de crier presque en disant mais faites-le, faites-le. Alors que dans les autres pays, même en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, dans Oui, les en pays Italie nordiques, aussi, on fait beaucoup ça s'est fait automatiquement. Enfin, je veux dire, ça a été très vite diffusé. D'accord. Alors qu'ici, il y a Krebs et après elle dit mais personne ne m'écoute, sur le secteur on le fait pas et tout. Et donc en fait le livre il répondait c'est à ça. intéressant. En fait il allait creuser cette question. Merci. Voilà. Je vais le lire. Donc, ouais, c'est aux éditions Recherche. Bon, Publié en je vais 2017. peut-être arrêter l'enregistrement. Merci en tout cas Manon. Merci à vous.